Bonjour à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de partie complète de Ragusa, mais en mode solo. Alors pourquoi une vidéo en mode solo? Tout simplement déjà parce que le premier point, c'est que beaucoup de personnes sont intéressées par le mode solo des jeux et ça vous permettra, à vous qui êtes intéressé par le solo, de voir comment ça fonctionne. Et deuxième chose, c'est le mode solo est assez proche finalement du mode multijoueur, donc j'expliquerai en cours de jeu les différences entre le solo et le multi, mais si vous comprenez comment ça fonctionne en solo, vous savez jouer au jeu principal, donc à plusieurs. Donc j'ai effectué une mise en place pour 3 joueurs, enfin, 3 joueurs un petit peu particuliers, parce que 3 joueurs il y a évidemment le joueur réel que je suis, je jouerai bleu, et puis 2 joueurs fictifs, les bots de l'IA, l'intelligence artificielle, à savoir aujourd'hui le violet et le orange. Donc pour la mise en place, vous avez ici le plateau central, et ici vous avez les plateaux individuels de chaque participant. Le bleu ce sera le mien, et violet et orange comme je l'ai dit, ce sera les 2 bots. Sur le plateau central, vous avez 4 lieux vraiment distincts. Vous avez ici la piste de marché qui va nous dire au cours de la partie la valeur des 3 marchandises du jeu, c'est-à-dire le vin, l'huile et l'argent. Les marchandises, ce sont les ressources qu'on va transformer. En bas, vous avez la piste des bateaux. La piste des bateaux va être liée à l'action de marché qui se trouve ici. Les bateaux qui vont être là vont pouvoir être achetés en échange de marchandises lorsque cette action sera activée. Et puis au centre, vous avez la zone de jeu principale qui est découpée en 2 parties. La partie un peu forêt, très verdoyante, c'est la campagne, et la partie un peu plus foncée ici, c'est la ville. Je les différencie parce qu'il y a un point de règle principal à savoir au moment de la pose des bâtiments, parce qu'il y a un coût à respecter ici et ici, et surtout que ici on va juste prendre des ressources, alors que dans la ville on va activer des actions, et des fois même réactiver des actions, mais j'y reviendrai. Sur les plateaux individuels, vous avez 2 informations. Les petites cartes ici indiquent les ressources que chaque joueur possède. Donc les ressources sont indiquées ici et en dessous vous avez une carte qui va vous indiquer la quantité de ressources que vous avez. Par exemple ici le joueur violet actuellement possède 3 bois ou alors il possède un raisin. Quand on va augmenter cette valeur, on va tout simplement tourner la carte. Et au milieu du plateau, de chacun des plateaux, vous avez 3 pistes pour les marchandises, donc à savoir le vin, l'huile et les lingots d'argent. Donc le gros de la mise en place est fait, il va falloir maintenant finaliser la mise en place particulière pour le mode solo. La première chose à savoir, c'est que pour le mode solo, on va utiliser ce deck de cartes, le deck du patricien. Il y a 10 cartes dedans et on va n'utiliser que 6 par partie. Donc on mélange les cartes et on va en piocher 6. Les autres sont mis de côté, on ne se servira pas pour la partie, on a bien nos 6 cartes. Et ces 6 cartes vont nous indiquer les lieux de la ville où vont se poser durant la partie les maisons des joueurs violets et les maisons des joueurs orange et ainsi savoir les actions qu'ils vont activer. Pour ça, c'est assez simple, on va prendre les 6 cartes et sur chacune de ces cartes, vous avez 3 chiffres, 1, 2 et 3. On va venir placer une petite maison noire sur chacun de ces emplacements et au cours de la partie, quand on retirera les cartes, on les remplacera dans l'ordre 1, puis 2, puis 3, donc on enlèvera la maison noire pour remplacer par une maison de couleur soit violette, soit orange. Donc je vais faire la mise en place. Je prends la première carte du paquet qui me dit que la maison noire se trouve ici, la maison noire numéro 1, donc je vais donc la placer. Ça correspond à cet emplacement-là précisément, et je vais placer les 2 autres pour cette carte-là, puis les 15 autres emplacements qui me seront dits par ces cartes-là. Voilà, la mise en place est faite, je remélange les 6 cartes et je vais les séparer en 2 paquets de 3 cartes. Un paquet pour le joueur violet, ce sera donc les actions que lui fera, et un paquet pour le joueur orange. Petite variation du mode solo, je vais prendre les cartes objectifs et je vais en distribuer une aléatoirement à chaque participant. Il faut savoir que dans le mode normal, le mode en multijoueur, chaque joueur en début de partie va recevoir 3 cartes. Il va en sélectionner une et placer les 2 qu'il ne souhaite pas dans la pioche et on la remélangera. Ici, on en tire une au hasard qu'on laisse face cachée pour nos 2 adversaires du jour et on en prend une pour nous qu'on met face visible. C'est une façon de marquer des points en fin de partie, évidemment, pour en récupérer d'autres au cours du jeu. Ce qui veut dire que moi, j'ai une façon de marquer des points de victoire en fin de partie. Mes 2 adversaires en ont aussi, sauf que je ne sais pas ce que c'est, et on en récupérera chacun, ou pas. La dernière chose à faire, qui doit être fait exactement comme dans la version classique du jeu, mais là je vous l'explique pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants du jeu, c'est de remplir le marché des bateaux. Pour ça, je vais mettre une carte sur chacun des 5 emplacements, donc je les mets face cachée pour l'instant et ça a son importance. Vous allez comprendre pourquoi. On va regarder ce qu'indique le dos de chacune des cartes. Ça nous dit comment va fluctuer le marché en début de partie.
Je vous rappelle que sur le marché, il y a le vin, l'huile et l'argent et ils sont tous sur la case numéro 1 centrale du plateau pour leur valeur. On va regarder ce qu'indique chaque dos de carte. Donc ici, on nous dit que l'huile augmente de 1, que l'argent augmente de 2, que le vin augmente de 2, que l'huile augmente de 1 et que l'huile augmente de nouveau de 1. Au début de la partie, la valeur de chacune des marchandises est de 2, et puis elle peut monter jusqu'à 5 et descendre jusqu'à 0. Une fois que c'est fait, on retourne et on voit les bateaux et le petit bonus qu'il y a à l'intérieur qui sont proposés à l'achat en début de partie. La mise en place est terminée, on va juste voir un ou deux points pour que vous compreniez bien comment fonctionne le jeu et on est parti. Il y a une chose très importante à savoir dans Ragusa, c'est qu'à chaque tour, on a droit à une action et une seule action et c'est très simple. On va prendre une de nos maisons, que ce soit moi ou un de mes adversaires, et on va la poser sur un emplacement du plateau au choix. Un emplacement, c'est une intersection de 3 hexagones. Admettons que je me positionne ici, tout simplement, je vais venir récupérer les ressources qui sont indiquées. Ça, c'est dans les tuiles de campagne. Là, je récupérerai 2 bois par exemple et un minerai de fer. Mais il y a une contrainte de pose dans Ragusa. Quand vous posez un bâtiment, une maison, vous allez regarder les 3 hexagones adjacents et vous allez regarder combien de maisons de votre couleur il y a déjà placées dans ces hexagones. Pour celui-ci, c'est le premier que je place, donc comme c'est la première, ça va me coûter un bois. Pour construire en campagne, il faut du bois. Celui-ci, c'est pareil, je vérifie, c'est ma deuxième maison de cet hexagone-là, donc il me faut au moins 2 bois. Par contre, celui-ci, encore un hexagone de campagne, c'est ma 3e maison, il me faut au moins 3 bois. Donc je vais regarder la valeur maximale qu'il me faut, et c'est ici 3. Et je ne possède pas les 3, je ne possède que 2, donc je ne peux pas construire ici, il faut que je me pose ailleurs. Je vais venir me poser là, les conditions sont réalisées, il n'y a pas de souci, je peux me poser. Il faut bien comprendre que c'est une valeur de production, donc je ne dépense rien. Il me faut 1 pour me poser, mais je ne les dépense pas. Donc là, je ne peux pas me poser ici. Il en va de même quand on se pose près d'une ville, sauf qu'on va regarder la valeur de pierre. Là, on regarde le bois parce que c'est de la campagne, premier bâtiment, un bois. Là, c'est mon deuxième, donc il me faut au moins 2 bois. Les 2 bois, je les ai. Ici, c'est ma première maison dans cet hexagone de ville, il me faut donc une pierre, je l'ai, je peux me poser ici. Donc on vérifiera ça à chaque fois qu'on va se poser, et si on peut, on se pose, mais sans jamais perdre les ressources. La petite différence entre le multi et le solo, c'est que les bâtiments des adversaires, donc orange et violet, pourront se placer sans avoir à vérifier cette contrainte, parce que avec le deck d'automat et les ressources que les joueurs ont eu au début, ils pourront toujours se poser. D'ailleurs, dans une partie classique en multijoueur, on n'a aucun bâtiment de placer au début de partie. C'est nous qui petit à petit allons placer nos bâtiments. Là, on en a mis directement pour accélérer un peu le jeu et surtout pour que les 2 automates puissent se placer automatiquement et que nous ne prenions pas trop de retard. Donc on a quelques ressources au départ et ça c'est fixe. Cette configuration-là est fixe. Ceci étant dit, nous pouvons commencer à jouer. Donc comment ça se passe Ragusa en solo? On va jouer chacun notre tour en commençant par le violet, puis le orange, et enfin moi, le joueur bleu, et on va enchaîner les tours, ainsi de suite. Il y aura 9 tours, parce que nous avons chacun 9 petites maisons comme ça à poser. Pour savoir ce que fait le joueur violet, on va mélanger son paquet de 3 cartes, et on va regarder la première. Et sur la carte, je vous rappelle qu'il y a les emplacements 1, 2, 3 de noter. Je vais regarder l'emplacement numéro 1 s'il est encore disponible. L'emplacement numéro 1 qui m'est proposé ici, c'est cet emplacement-là, pour le joueur violet. Il est disponible, j'enlève donc la maison noire et je viens remplacer par une maison violette. Et maintenant, le joueur violet va réaliser les 3 actions qui sont autour de l'endroit où il s'est placé. Cette action-là, c'est très simple, il va récupérer une ressource d'olive. Donc on va prendre son petit marqueur olive et le tourner d'un cran pour qu'il maintenant il ait accès à 2 olives. Pareil, pour le raisin, il passe à 2. Ça, c'est les hexagones de campagne, c'est très simple, on prend juste la ressource. Maintenant, il active le pouvoir d'un quartier. Et le quartier, ici, nous dit que c'est le pouvoir du maçon. Le maçon, c'est très simple, il va nous demander de poser un rempart. La règle du jeu en solo dit qu'il faut poser le rempart à côté de bâtiments violets, là où ça lui rapporterait le plus de points. Parce que quand on pose un rempart, on gagne toujours 1 point par rempart posé, plus 1 point par bâtiment de sa couleur qui est adjacent. Là, j'ai qu'un seul bâtiment violet, donc la question ne se pose pas trop, je vais me poser ici, et je gagne tout de suite 2 points de victoire. 1 point pour la maison, 1 point pour le rempart. Donc le violet marque 2 points de victoire immédiatement. Dans les hexagones de ville, il y a 2 types d'hexagones qu'il faut différencier. Il y a tous les hexagones du contour et les 2 hexagones centrales. C'est bien 2 types différents. Les hexagones centraux, on se pose dessus et c'est tout. Alors que les hexagones de périphérie, dont le maçon, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite flèche blanche avec un sens horaire. Ce qui veut dire que quand un joueur va se poser sur
un des coins de ces régions, enfin de ces quartiers-là, tous les joueurs qui sont posés autour, dans le sens horaire, vont pouvoir effectuer l'action. Donc là, le violet le fait, et s'il y avait une maison de couleur autour, il pourrait faire l'action. Donc vous comprenez bien qu'au fur et à mesure de la partie, plus ça va avancer et plus on va se poser sur une action, plus on déclenchera d'actions pour soi et pour les adversaires. Là, il n'y en a pas d'autres, le tour du violet est fini. Je passe donc au joueur orange. Le joueur orange mélange ses cartes, je retourne la première carte, et l'emplacement numéro 1 se trouve ici. Ça va très très vite. Je retire la maison noire et je mets une maison orange à la place. Le joueur orange gagne immédiatement un raisin, donc il passe à 2. Et puis il va activer l'orfèvre, puis le maçon. Pour activer l'orfèvre, on va regarder le nombre de maisons de la couleur du joueur autour de l'hexagone. 1 actuellement, et sa valeur, enfin le nombre de ressources qu'il a en minerai de fer. Il a actuellement une ressource de minerai de fer, une ressource multipliée par une maison, ça fait 1, il gagne donc un lingot d'argent. C'est comme ça qu'on va produire des marchandises. Il n'y a pas d'autres maisons à activer, je passe donc au maçon. Et là, on voit que le joueur orange doit placer un rempart, donc en respectant la même règle, on va se placer juste ici. Il gagne 2 points de victoire, 1 point de victoire pour la maison et 1 point de victoire pour le bâtiment de sa couleur à côté. Et on va tourner en sens horaire autour de l'hexagone, voir s'il y a d'autres maisons de couleur. Ici, il y a bien une maison violette, donc le joueur violet place lui aussi un rempart. Il le place adjacent à son bâtiment, il gagne de nouveau 2 points de victoire. Et c'est maintenant à moi de jouer. C'est mon tour de jeu, j'en profite pour vous expliquer un petit peu l'objectif de la partie. Le but est d'être évidemment le joueur qui a le plus de points de victoire. Et pour ça, il y a 2 façons de marquer des points. On va marquer des points au cours de la partie et des points en fin de partie. Au cours de la partie, on marquera des points, déjà vous l'avez vu, en posant des remparts. On gagne des remparts en les posant à côté de nos bâtiments de préférence. Il y a aussi des lieux comme le quai ou la poissonnerie qui permettent de transformer soit nos marchandises en points de victoire en fonction du cours du marché, ou alors en voyant le nombre de ressources que je produis en poissons pour les transformer en points de victoire. On marquera aussi des points de victoire immédiats quand on va acheter des bateaux. Les bateaux ont un nombre de points de victoire indiqué sur le côté. Dès que je l'acquiers, je marque les points de victoire. Ça, c'est le gros des points que je vais faire durant la partie. En fin de partie, il y a 3 façons de marquer des points de victoire. La première façon, c'est par rapport à notre rempart le plus long. Le rempart le plus long de chaque joueur, c'est une suite continue de remparts et de bâtiments de sa couleur, que ce soit des maisons ou des tours, on y reviendra plus tard, continue. Là, par exemple, le joueur violet a son plus grand rempart qui fait 3. 1, 2, 3. Il marquera donc 3 points de victoire. Donc, pour chaque joueur, le rempart le plus long fait scorer des points. La deuxième façon de marquer des points de victoire, c'est grâce à la cathédrale. En fin de partie, chaque maison autour de la cathédrale permettra de vendre un lot de 3 marchandises, c'est-à-dire un vin, une huile et un lingot d'argent. On pourra les vendre à la fin de la partie pour la valeur actuelle, et ce pour chaque maison. Si j'ai 3 maisons et que j'ai au moins 3 ressources de chaque, je pourrais vendre mes 3 lots pour le prix indiqué ici. Et enfin, la dernière façon de marquer des points en fin de partie, c'est de scorer avec les cartes objectifs distribuées en début de partie et qu'on peut récupérer en cours de jeu. Ceci étant dit, je vous explique mon analyse de ce début de partie. Je vois qu'il y a déjà 2 maisons placées sur le maçon. Et que les autres emplacements, je ne pourrais pas m'y placer parce qu'il y a des maisons noires, ça veut dire que mes adversaires vont venir s'y placer. Ce qui veut dire que moi, de moi-même, je ne pourrai activer qu'une seule fois ce rempart-là. Ce qui m'embête un petit peu parce que je vais poser peu de remparts. Donc autant s'y placer vite parce que plus je m'y place tôt, quand ceux-là vont s'activer, je pourrai reposer. Mais là, ça veut dire qu'eux vont placer beaucoup de remparts. Bref, je le fais maintenant, j'ai pas trop le choix. Je peux m'y placer parce que ça me coûte une pierre, c'est mon premier bâtiment du coin. Là, il me faut 2 bois, mais je les ai. Là, il me faut un bois, je les ai, il n'y a pas de souci. Donc, je gagne immédiatement un raisin et une olive que j'ajoute à mon stock de production et je vais utiliser le pouvoir du maçon. Sauf que là, c'est pas très bien. Je vais me placer ici, j'ai pas tellement le choix. Je marque 2 points. Ensuite, en sens horaire, le joueur violet va placer lui aussi un rempart. Et là, on voit qu'il a plus de quoi placer à côté de son bâtiment. Donc, comment ça se passe dans la règle? La règle dit qu'il faut se placer près des bâtiments qui rapporteraient le plus de points de victoire. Ici, il n'y en a pas. Donc, je vais forcément le placer ailleurs qu'à côté de bâtiments violets. Donc, on va regarder où ça me permettrait de faire le plus long rempart. Pour l'instant, il peut encore faire le plus long rempart des 2 côtés, grâce au tour, mais j'y viendrai. Donc, en cas d'égalité, ce qui est le cas ici, le mettre ici ou ici, ça fait la même chose. On va prendre comme point de repère la case supérieure de l'orfèvre, celle-ci, la case qui est centrale, et ça sera la première case disponible suivante, donc c'est ici. Il marque immédiatement un point de victoire parce qu'il n'a pas de bâtiment adjacent. On continue notre petit tour du maçon, on arrive au joueur orange. Le joueur orange, c'est comme le joueur violet, il peut se placer ici ou ici.
et potentiellement marquer autant de points ici comme là, et surtout que le rempart peut continuer des deux côtés, pour l'instant. Donc sans horaire, encore une fois, il vient se placer ici et marque un point. Donc ça va très très vite, je pense que je ne ferai pas beaucoup de points grâce au rempart durant cette partie. Il faut savoir que la mise en place des 5 maisons noires au début, dont 2 qui ont déjà été remplacées, est aléatoire. C'est lié aux cartes qu'on a tirées au début de la partie, on en joue 6 sur les 10, donc il y a des configurations totalement différentes d'une partie à l'autre. J'ai fini mon tour, c'est au joueur violet de jouer, on remélange ses cartes, et on en pioche une. L'emplacement numéro 1 n'est pas encore utilisé, c'est celui-ci. Donc je vais retirer la maison noire et placer une maison violette. Et justement, on va activer la tour, ce qui me permet de vous expliquer à quoi elle sert. Avant cela, on voit que le joueur que le joueur violet va récupérer une olive et un raisin. C'est un agriculteur, apparemment notre ami. Ça, c'est fait, on va regarder ce qui se passe maintenant chez l'architecte. L'architecte permet d'architecter, je sais que ça se dit pas, on va dire construire, de construire une tour. Les tours, justement, servent à prolonger des segments de remparts qui sont coupés par d'autres couleurs. Je vous ai dit qu'en fin de partie, on va marquer des points pour le plus long rempart, qui alterne rempart et bâtiment de notre couleur. Par exemple, ici, le rempart du joueur violet va de là à là, pour l'instant. La règle en solo pour poser ces tours pour les joueurs de l'intelligence artificielle, les robots, c'est qu'on va le placer sur une maison en priorité. Donc ça peut être placé ici, ça peut être placé n'importe où. On considère toujours que le rempart le plus long sera celui qui est commencé et qui ira au bout. Et en cas d'égalité, on va faire la même chose, on va partir en sens horaire. Ce qui veut dire qu'il peut continuer son chemin en allant par là ou par là, mais comme la règle de l'égalité, c'est en partant de l'orfèvre la première case disponible, ce sera ici. Ce qui veut dire que maintenant, le chemin de notre joueur violet part d'ici et s'arrête ici. D'où l'intérêt des tours. Elles permettent de se superposer à une maison d'un joueur d'une autre couleur pour continuer notre plus long rempart. Cette action est terminée parce qu'il n'y a pas d'autre maison de couleur autour de l'hexagone architecte. On passe au joueur orange. On mélange les cartes, on tire la première et on doit se placer ici. Encore une fois, chez l'architecte. Donc on retire ça, on met une maison orange, il prend un raisin et une olive, ce qui le fait passer à 2 puis 3, et il va réaliser la case de l'architecte. Selon ce que je viens de vous expliquer avec le joueur violet, on va faire la même chose. Sa plus longue section pour l'instant est celle-ci, il peut se placer ici ou là, sauf que là, il ne peut plus, la place est prise, donc il se place forcément de ce côté-là, ce qui prolonge encore une fois son rempart le plus long. Ensuite, on va tourner autour de l'hexagone et c'est de nouveau au joueur violet de se placer. Le joueur violet, de la même façon que tout à l'heure, pourrait se placer ici ou ici pour prolonger. Encore une fois, avec le départage d'égalité à partir de l'orfèvre, il va venir se placer juste là. Ce qui fait que notre joueur violet a déjà un rempart qui est relativement long, qui part d'ici pour arriver là. Et on voit que le mien, pour l'instant, il s'arrête ici, parce que je ne pourrai jamais me placer par-dessus ces deux-là. Et il s'arrête là pour l'instant. Donc il va vite falloir que je me place chez l'architecte pour poser rapidement des tours. C'est donc à moi de jouer. Et quand je vois que les joueurs risquent de vite venir ici, notamment le joueur violet, si c'est pas lui, je vais essayer d'aller chez l'architecte pour faire quelque chose. Je vais venir me mettre ici. Ici, je me place au croisement du palais du recteur, de l'architecte et de l'orfèvre. Le palais du recteur est une des deux cases spéciales qui n'activera pas les autres maisons. On voit par sa petite flèche rouge. Le palais du recteur me permet de prendre 2 cartes de la pioche objectif, de les consulter. Je vais en garder une et j'en mets l'autre face cachée en dessous. Je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris cette carte-là qui me fait 2 points de victoire en fin de partie par ressource poisson que j'ai. J'en ai pas pour l'instant, on le voit ici, mais je pourrais en avoir et j'espère en avoir d'ici la fin de la partie. Ensuite, je vais tout de suite faire la case de l'architecte. Je vais prendre une de mes tours. Et pour espérer prolonger mon plus grand rempart, je me place par-dessus la maison violette. L'idéal pour moi serait de pouvoir me placer ici et ici, pour pouvoir partir un petit peu plus tranquillement après. On tourne en sens horaire et on arrive au joueur violet. Le joueur violet peut continuer par là ou peut continuer par là. Il pourrait prendre celle-ci ou celle-là. La règle solo dit qu'il faut essayer de se placer sur une maison, quelle que soit sa couleur. Donc il va venir se placer ici, plutôt que là, qui n'a pas de maison. Même s'il pouvait se mettre ici, parce que le rempart pouvait continuer, il va venir se mettre ici en priorité. Ce qui, moi, ne m'arrange pas du tout, parce que mon plus long secteur
s'arrête ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est court. Donc je vais devoir batailler pour essayer de faire un chemin plus long que ça, ou alors je dois laisser tomber un long rempart pour essayer de faire des points ailleurs. C'est mal parti. Ensuite, c'est au joueur orange de poser une tour de la même façon. Le joueur orange, lui, ne peut pas aller par là. Il ne peut aller que par là-bas désormais. Donc lui, par contre, se place ici parce qu'il n'a pas d'autre possibilité de recouvrir une maison, qui est la première règle. Sachant que quand il devra placer un morceau de rempart, il viendra le placer ici, ce qui lui fera beaucoup de points. Et enfin, la dernière action que je peux faire, c'est l'orfèvre. Pour l'orfèvre, je vous rappelle, je regarde le nombre de ressources que je produis plus le nombre de maisons autour de l'orfèvre. Une maison multipliée par 2 ressources, je gagne donc 2 lingots d'argent. Le joueur suivant sur la case, c'est le joueur orange, qui a une maison qui produit une ressource de fer, il gagne donc 1 lingot. Mon tour est terminé, on passe au joueur violet, on mélange ses cartes. Hop. Et il me dit que l'emplacement numéro 1 est l'emplacement central, ici justement, de l'orfèvre. Donc j'enlève la maison noire, je remplace par une maison violette. Et on va activer les actions. Il gagne immédiatement une olive et un raisin. Donc vraiment, le joueur violet produit énormément de ressources, à voir s'il sait les transformer avec le pressoir ou la cave, et quand surtout. Donc il active l'orfèvre, même chose qu'avant, il a une ressource de minerai d'argent, enfin de minerai de fer, il a une maison, 1 fois 1, il construit donc, enfin il récupère donc une marchandise d'argent. Le orange, même chose, une ressource multipliée par une maison, il gagne une ressource. Et moi, même chose que tout à l'heure, une maison multipliée par ma production, je passe donc à 4 lingots d'argent. Le violet a fini son tour, on passe au joueur orange. Donc là, on n'a pas encore eu beaucoup de grosses actions à la suite parce qu'on s'est beaucoup placé en périphérie où on prenait des ressources. Mais après, on va se placer à des endroits où on va activer 3 actions en même temps. Et là, ça sera un peu plus intense. Donc l'emplacement numéro 1 sur la carte pour le joueur orange, c'est cet emplacement-là. Il est déjà pris, on va donc regarder l'emplacement secondaire qui est celui-ci. Ça va très très vite les constructions, que ce soit les tours ou les remparts. Donc le joueur orange, lui, va construire une tour dans le prolongement de ce qu'il peut faire le mieux, c'est-à-dire ici. Là, on voit que s'il pose des remparts, ça va lui faire pas mal de points. Le suivant, c'est le joueur violet. Le joueur violet, lui, qui a commencé à m'embêter, il continue, il se met là, du coup, il s'étale tranquillement, parce que ça continue son plus grand chemin. On est rendu ici, et ça arrive enfin à moi. Et c'est là que je vais devoir réfléchir, est-ce que j'anticipe? Ces 2 emplacements-là, c'est moi qui pourrais m'y mettre. Ça, c'est quasiment sûr, enfin c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de maison noire, donc elles ne seront pas remplacées. Donc il faut que j'essaye de voir les plus longs emplacements que je pourrais faire, mais aussi en fonction des lieux qui vont m'intéresser. Ça, le marché, c'est très intéressant. Le pressoir, c'est intéressant aussi, mais un peu moins, enfin pour moi. Je vais peut-être me placer plus par là, parce que produire ici, ouais, je vais me mettre ici. Je vais mettre ici, j'imagine, et j'espère que c'est une pièce d'avenir. Vraiment. Parce que sinon, ça va pas aller. Le joueur orange a donc réalisé son action d'architecte. Il va faire le palais du recteur. Petite différence avec le vrai joueur, qui est moi. On pioche 2 cartes, je vous ai dit, au palais du recteur. Moi, j'en choisis une, je remets l'autre en dessous. Sauf que les joueurs fictifs, l'IA du jeu, pioche 2 et garde 2. Ce qui fait que notre joueur orange a déjà 3 objectifs, 3 façons de marquer des points en fin de partie. C'est une case spéciale, donc ça ne réactive pas le pouvoir pour moi. Et on passe à la cave. La cave fonctionne exactement comme l'orfèvre. On va regarder le nombre de maisons du joueur, donc orange ici, qu'on va multiplier par le nombre de ressources qu'il possède. Donc il a une maison et il produit actuellement 3 raisins. Il va donc marquer 3 points sur la marchandise 20. Et c'est à moi de jouer. Alors là, on voit que sur l'architecte, il n'y a plus de maison noire, donc les autres ne l'activeront plus. C'est forcément moi qui vais l'activer maintenant si je veux reposer des portes, enfin des tours. Donc c'est moi qui vais un petit peu gérer ce rythme-là. Donc je vais peut-être le faire au rythme qui m'intéresse. Et peut-être pas les poser maintenant. Et surtout que je placerai plus que 2 remparts, moi. C'est ça le problème. Je me suis placé très très loin en fait en faisant ça. J'aurais dû me placer de ce côté-là. Bon, après je vais compter sur le travail des adversaires quand ils vont poser des remparts. Pour vite revenir rejoindre ici, pour que moi je sois un petit peu tranquille. Donc pour l'instant, je vais essayer
de faire autre chose. Je vais essayer de produire des choses. Je vais essayer de produire soit du vin, soit de l'huile, mais en faisant des choses intéressantes en même temps. On va commencer par ça. Tiens, je vais me mettre ici. Ici, je me place au bord de la cathédrale. C'est une action spéciale, un petit peu comme le palais du recteur. Quand on s'y pose, on ne réactive pas les autres. Et la cathédrale offre des points en fin de partie. Quand on pose sur la cathédrale, on ne fait rien immédiatement. Je vous l'ai dit en début de vidéo, la cathédrale permet en fin de partie, pour chaque maison qu'on possède autour de la cathédrale, de vendre un set de 3 marchandises pour son coût actuel. Donc pour l'instant, je ne fais rien. Le pressoir, vous avez compris comment ça fonctionne, c'est comme la cave et l'orfèvre. Je regarde mon nombre de maisons, le nombre de production de la ressource demandée, donc ici de l'olive, 1 fois 2, je gagne donc 2 huiles que je marque immédiatement. Et enfin, le marché, troisième action qu'on n'avait pas encore vue. Le marché permet de récupérer des cartes de bateaux qui vont être ici. Les cartes de bateaux nous font évidemment gagner des points immédiatement, vont faire indirectement fluctuer le marché et souvent permettent de marquer des points grâce aux cartes objectives de fin de partie. Pour acheter une carte, il y a un coût qui est indiqué en dessous. Donc forcément, ce coût se paye avec une des 3 marchandises et parfois, comme c'est le cas sur cette carte-là, souvent c'est des cartes qui valent beaucoup de points, il y a besoin d'une ressource en plus. Donc moi actuellement, je possède de l'huile et de l'argent, donc je vais pouvoir acheter cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, éventuellement. Celle-ci me rapporte que 2 points. Ouais, ça me rapporte que 2 points. Celle-ci, en argent, je peux pas l'acheter finalement parce qu'en ressource bonus, il faut du vin et je ne l'ai pas. Donc je vais acheter celle-ci pour l'équivalent, autant prendre celle-là. Ça me coûte donc une huile. Je la prends, je marque immédiatement 2 points de victoire. Je la mets dans ma réserve pour le décompte final, ça peut servir. Et on voit qu'il y a un effet. Quand on va acheter une carte, on dépense des marchandises, ce qui a pour effet de faire fluctuer la valeur de la marchandise au marché. Ici, on voit que l'huile descend de 1, donc le cours de l'huile descend de 1. On décale toutes les cartes, on tire la carte suivante, on la met face cachée, parce que comme au début de partie, le nouveau bateau qui arrive va demander de nouvelles ressources, donc le marché va augmenter, la demande va être plus forte. Donc là, on augmente le vin de 1, ici, et on retourne la carte. Se placer tôt sur le marché, c'est pas mal aussi, ça va peut-être permettre de contrer le fait que je ne vais pas avoir un très très grand rempart en fin de partie, parce que plus je me place tôt, quand mes adversaires vont se placer, je vais réactiver le marché pour racheter éventuellement d'autres cartes. Ouais, c'est peut-être l'objectif à suivre, vu que je me suis fait avoir dès le début sur le placement des remparts et des tours. Le joueur violet. Le joueur violet doit se placer en 1 ici, ce qu'il a déjà fait. En 2, il se place ici. Donc le joueur violet se place là et il gagne immédiatement 2 ressources de poissons que personne n'a en début de partie. Donc je vais rajouter la carte. Il a maintenant 2 poissons. Et il active le quai. Le quai qui est un lieu qui offre une action assez puissante et très intéressante. En début de partie un peu moins, mais ça peut scorer pas mal de points. Le joueur qui a sa maison active va pouvoir vendre une de ses marchandises pour sa valeur au marché. Pour les 2 joueurs de l'IA, il va vendre la marchandise qui lui rapporte le plus d'argent. Ici, toutes les marchandises ont actuellement une valeur de 2, donc il vend n'importe laquelle, ce n'est pas très grave. Surtout que le joueur violet, lui, n'a que de l'argent, donc il va vendre sa ressource d'argent immédiatement pour gagner 2 points de victoire. Il n'y a personne d'autre autour, il ne se passe rien. Le tour du joueur violet est terminé. Vous voyez, les tours vont assez vite. Quand on a compris la mécanique du jeu, les tours sont très très fluides et ça va relativement vite. L'emplacement numéro 1 que doit prendre le joueur orange, c'est celui-ci, mais il est déjà pris. L'emplacement numéro 2, c'est celui-ci. On retire donc la maison noire pour mettre une maison orange. Il se place près de la cathédrale, ça ne fait rien, ça sera des points éventuels en fin de partie. Il va activer l'orfèvre. Il a 2 maisons, le joueur orange, autour du plateau. Il va donc marquer 2 fois sa production d'argent, c'est-à-dire 2 fois 1, il gagne 2 lingots d'argent. Ensuite, le joueur bleu, c'est toujours moi, j'ai toujours une maison, j'ai toujours une production de 2, je gagne 2 lingots d'argent. Et le joueur violet a une maison, une production de 1, il gagne 1 lingot d'argent. Très bien. Et le joueur orange va maintenant activer le maçon, donc poser les fameux remparts. Donc, il va placer en priorité, il doit placer en priorité à l'endroit où ça lui fait gagner le plus de points. Il va se placer ici, tout simplement, dans le prolongement. Il gagne 1 point pour son rempart, plus 1 point par bâtiment de sa couleur adjacente. Donc, les 2 tours orange, ça fait donc 3 points. 1, 2, 3. Le joueur suivant dans l'ordre du tour, c'est encore le joueur orange. Il va faire de même ici, en gagnant de nouveau 3 points. 1, 2, 3, le point pour son rempart, et 1 point
pour chacun des bâtiments à sa couleur adjacent. Le joueur suivant, c'est un joueur bleu, c'est donc moi. Je vais me placer ici. Ça me permet de marquer 2 points immédiatement. En espérant que le violet vienne par là. Il devrait venir par là. Je vous explique pourquoi. C'est au joueur violet maintenant de placer son rempart. La règle dit en priorité qu'il faut le placer d'une manière à marquer le plus de points possible immédiatement. Donc c'est-à-dire en se plaçant ici ou là. Même s'il pouvait se placer là en espérant prolonger, mais ça dépend de ce que moi je vais faire. Donc il peut se placer ici ou là pour gagner des points, mais encore avec le départage en partant de l'orfèvre en sens horaire, hop, ça vient ici. C'est peut-être ça qui va me faire marquer des points quand même pour un éventuel rempart le plus long. Ouais, et donc il marque 2 points immédiatement. Très bien. Et on a fait le tour, il n'y a plus rien à activer, c'est à moi de jouer. Alors je vais venir me mettre à un endroit que j'apprécie pas forcément. Je vais me mettre ici, vraiment se mettre en coin, récupérer 2 ressources, j'aime pas trop ça en général. Mais récupérer du poisson, ça va m'offrir quelque chose. Je vais vous expliquer. Donc je prends 2 poissons, que je note immédiatement ici. Et je peux produire. J'ai une maison multipliée par ma production de raisin 2, je gagne tout de suite 2 cubis de vin. Le joueur orange en fait de même. Une maison multipliée par sa production de raisin, c'est 1 x 3, 3, il gagne 6. Pourquoi je me suis mis là? J'ai récupéré du poisson. Et il faut savoir qu'il y a un lieu très important, c'est la poissonnerie. Important parce qu'elle fait des points, mais aussi important parce qu'elle donne accès quand même à d'autres bâtiments autour. Et on ne peut y venir que si on possède au moins les 2 poissons pour faire l'action. Tout comme le quai et le marché où il faut au moins des marchandises pour y avoir accès. Donc en ayant le poisson, ça me permet de faire des choses un peu plus tard dans la partie. C'était un tour simple, mais je pense qu'il le fallait. Il le fallait pour plusieurs raisons, et c'était la bonne raison. Le joueur violet en 1 doit venir s'installer ici, c'est déjà pris. Il doit s'installer en 2, comme vous le voyez ici. Il doit s'installer sur le maçon tout en bas. Ouais, ils ont vraiment le monopole de la maçonnerie. Et donc là, il va y avoir 5 remparts de placer. Le joueur violet va placer un rempart. Ben non, il va pas l'agrandir dans ce sens-là. Il va placer le rempart où ça lui rapporte le plus de points. Donc pas ici. Donc forcément adjacent à ce bâtiment-là, en cas d'égalité dans le sens horaire. Donc ça va être ici. Ouais, oh là là, ça va être dur de relier des choses ici, d'avoir un grand rempart. Bref, ensuite, c'est le joueur orange. Le joueur orange, lui, continue sur sa lancée. Il gagne 3 points en se plaçant ici. Il passe donc à 12 points. D'ailleurs, le joueur violet marquait 2 points. J'ai oublié de lui donner juste avant. Ensuite, c'est encore au joueur orange. Alors, le joueur orange, lui, n'a plus cette possibilité. Donc, il doit se placer d'abord où ça lui rapporte le plus de points. Il ne peut être adjacent à aucun de ces bâtiments. Donc, dans ce cas-là, on le met pour continuer la plus grande muraille si possible, en cas d'égalité, en sens horaire. Sachant qu'il ne peut pas s'agrandir par là parce que ce ne sera pas sa muraille, ça va venir ici. Il gagne juste 1 point. En fait, si, ça va peut-être le faire. Ouais, ça dépend vraiment où ils vont poser leur bâtiment suivant, quoi. S'ils viennent par ici, ouais. On verra bien. Bleu, c'est à moi. Donc, moi, j'ai totale liberté sur ce que je veux faire. Alors, orange risque de continuer par là, ce qui est pas mal. Il va sûrement... Ah ouais. Si. Donc, je vais venir me mettre ici, moi, parce que je sais que... Ouais. J'ai marqué 2 points en me plaçant ici, ce qui est pas mal. Ça peut peut-être bien se passer. Et enfin, le joueur violet, il n'a plus de possibilité de se placer adjacent à un bâtiment de sa couleur. Donc, son plus grand chemin, pour l'instant, va d'ici jusque là. Et forcément, il va essayer d'agrandir son potentiel rempart le plus grand. Donc, ça va venir se mettre ici, cette fois. Ouais, je comptais sur le violet, mais c'est peut-être l'orange qui va me sauver, finalement. On a fait le tour du maçon, donc on va enfin déclencher le pressoir. Le joueur violet a une maison et il possède 4 en production en huile, ce qui fait qu'il gagne 4 fois 1, il gagne 4 huiles. Il a mis du temps à produire, mais avec tout ce qu'il a accumulé comme ressources, ça peut aller vite maintenant. Et ensuite, il n'y en a qu'un seul autre joueur, c'est moi, c'est le joueur bleu. Je gagne 1 fois ma production d'olive, je gagne 2, je passe donc à 3 huiles. Au joueur orange de jouer. Et le joueur orange doit se placer en 1, ici c'est déjà fait. En 2, ici c'est déjà fait. En 3, il va se placer ici. Je retire ça, il se place là, il gagne immédiatement 2 poissons qu'il n'avait pas encore. C'est le seul qui n'avait pas le pied marin.
et il active le marché. Moi, ça m'arrange un petit peu parce que j'ai un peu de marchandises et ça me permet de faire des points. Donc, le joueur orange, comment ça se passe quand c'est l'IA qui se retrouve au marché et qui doit acheter une carte? L'IA doit acheter la carte qui lui rapporte le plus de points de victoire, ici, à savoir celle-là. Sauf que pour l'acheter, il lui faut de l'huile et le joueur orange n'a pas du tout d'huile, donc il ne peut pas acheter celle-ci. Il faut qu'il regarde la suivante. La suivante, c'est celle-ci, elle coûte 1,20 de base plus un bonus, il les a largement, il dépense ces 2,20, il met la carte de côté, il gagne les 4 points de victoire qui lui sont associés, il passe donc à 17 points de victoire, le coût du vin descend, on décale tout, l'argent monte de 1, et c'est au joueur suivant sur le marché d'acheter une carte, et c'est donc à moi. Ouais, je suis bien tenté d'acheter la première qui fait quand même pas mal de points. Ouais, elle me coûte une huile et un argent, je vais la prendre. Je gagne immédiatement 5 points de victoire, ça me permet de recoller un petit peu. Et je descends le cours de l'huile. Je décale tout ça. Le marché change encore, c'est l'argent qui monte de 2. Et voilà. Le tour du joueur orange est terminé, c'est à moi. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de placer de nouvelles tours pour anticiper un petit peu? Je vais peut-être aller prendre... Ouais, je vais me mettre ici. On va attendre un petit peu pour les tours, parce que j'ai envie de récupérer des cartes objectifs. Donc je pioche les 2 premières. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Ouais, ça c'est pas mal quand même. Hein. Ça c'est pas mal. Ouais, on va partir sur celle-ci. Je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris cette carte-là, qui est très bien, parce que je gagne 4 points de victoire par ressource de fer que je possède. J'en ai déjà 2 de base en début de partie. Donc c'est 8 points facilement gagnés. Sachant que toutes les cartes objectifs sont limitées à 12 points. Je peux très bien avoir 8 ressources, je ne marquerai pas 8 x 4, ça c'est limité à 12 points. Donc ça c'est fait, et pour rappel, je ne réactive pas tout ce qui se passe ici. Ensuite, je vais faire la poissonnerie. La poissonnerie, je vais regarder pour chaque maison qui est située ici, donc il n'y en a qu'une, c'est la mienne. Je marque un point de victoire par tranche de 2 poissons que je possède. J'ai 2 poissons, donc je marque un point de victoire. C'est pas très très fort dans l'immédiat, mais si je gagne d'un point, je saurai d'où il vient. Et enfin, je vais activer le quai. Le quai, je vous rappelle, c'est vendre une ressource pour sa valeur actuelle. Donc ben moi, je vais simplement vendre. Je vais vendre un argent parce que l'argent vaut 3. Enfin, les lingots d'argent valent 3. Donc je perds un lingot d'argent et je gagne tout de suite 3 points de victoire. Parfait. Le joueur violet, lui, va pouvoir vendre une ressource, la ressource qui lui vaut le plus, qui lui donne le plus de points de victoire, à savoir l'argent. Donc il perd un argent et il gagne tout de suite 3 points de victoire. Pour l'instant, c'est assez tendu. Mon tour est terminé, on passe au joueur violet et il nous reste 4 tours. On a fait le gros de la partie. Il y a 9 tours parce que 9 maisons à placer. On n'a tous plus que 4 maisons à placer. Le joueur violet doit placer sa première maison ici. Elle est déjà placée. Sa deuxième maison, il doit la placer ici, ce qui n'est pas encore fait. Il va donc faire ça de suite. Donc, il l'aurait placé plus tôt, ça m'aurait peut-être sauvé. En se plaçant ici, il récupère un poisson et un raisin. Vous avez vu, les ressources ne sont pas limitées à 4 sur la carte, il y a 2 côtés, donc forcément 1, 2, 3, 4 d'un côté, 5, 6, 7, 8 de l'autre côté. Il a récupéré ces 2 ressources et il active le pressoir. Le pressoir, il a 2 maisons autour du pressoir, multipliées par sa valeur de production en olive, c'est-à-dire 4. 4 x 2, 8, il gagne 8,20. Il passe de 0 à 8,20. Ensuite, le joueur suivant, c'est moi. J'ai une maison et je produis actuellement 2 raisins. Je gagne donc 2... pas de raisin, de l'olive, pardon. Je produis donc 2 huiles immédiatement. Très bien. Alors, que va nous faire le joueur orange? Alors, on voit qu'il y a beaucoup encore de bâtiments à placer dans la partie sud. Donc, ça va être beaucoup de points de victoire directs, des activations de marché, des activations de quai. Ça peut faire des grosses choses. Le joueur orange doit activer en premier... Ah ben, il doit activer ce lieu-là. Donc, c'est la dernière activation de la construction des remparts. Et c'est là qu'on va voir si je fais un truc intéressant ou pas. Donc il s'est placé ici. On va placer donc les 6 derniers remparts de la partie. Le joueur orange doit en priorité se placer à un endroit où ça lui fait des points. Donc ce sera ici ou ici. Et en suivant la logique du sens horaire à partir de l'orfèvre, il va se placer ici et marque immédiatement 2 points de victoire.
Le joueur suivant à jouer, c'est le joueur violet. Le joueur violet, lui, ne peut plus se placer à côté d'un bâtiment de sa couleur. Il n'y en a aucun de disponible. Il va donc continuer dans le prolongement de son éventuel plus grand rempart. Je vous rappelle que son rempart actuellement part d'ici et peut venir jusque là. Donc il continue à aller par là et le violet marque un seul point. Ensuite, au joueur orange de jouer. Là, le joueur orange n'a plus de bâtiment disponible à côté duquel il peut se placer. Il va se placer maintenant pour prolonger son rempart de manière la plus efficace. Ça sera donc de ce côté-là, parce que le joueur orange, lui, part d'ici et va jusque là pour l'instant. Donc il peut potentiellement aller jusqu'ici. Très bien, il marque un point. Ensuite, au joueur orange. Et ce joueur orange va continuer ici en venant par là. Oh, il va peut-être me sauver. Ah ouais, ça commence à me faire des points. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Le joueur bleu, c'est donc moi. Alors par contre, il m'a pris ma place pour marquer des points, ce qui m'arrange pas tant que ça. Donc de toute façon, je vais me mettre ici pour gagner un point, parce qu'il n'y a plus que 2 emplacements disponibles. Ça va être ici un point pour moi. Et le violet n'a plus d'autre choix que de se placer ici. C'est le seul emplacement qui reste pour marquer un point aussi. Ouais, on verra ce que ça me fait, mais ça peut peut-être me faire des points, quand même. Ça peut me faire des points parce qu'en fait, en fin de partie, tant que notre alignement de remparts et de bâtiments de notre couleur n'est pas coupé par d'autres bâtiments, on marque des points. Ce qui veut dire que pour l'instant, mon plus long rempart part d'ici, comme ça, tac, tac, ça c'est vide. Donc, on continue. Ici aussi, donc mon rempart s'arrêterait là. Ça limite les dégâts, j'ai même pas besoin forcément de placer de bâtiments dessus. Et eux ne s'y placeront pas. Donc c'est quand même pas tout mal. Je me suis tellement précipité à faire ça que j'ai même pas donné le raisin auquel avait le droit notre ami orange. Et enfin, le pressoir qui va être activé pour le joueur orange. Donc le joueur orange justement va activer donc 2 en production d'huile multiplié par une maison, il prend donc 2 huiles. Le joueur violet qui lui a 2 maisons et une production de raisin de 4 va marquer 2 x 4, 8, il prend 8 huiles, ce qui fait passer à 12. Et moi, 1 x 2, je prends 2 huiles. Moi je fais des petites productions mais régulières. Voilà, c'est ce que disent les gens qui sont en train de perdre. Ben ok, c'est très bien, c'est à moi de jouer. Alors je suis un peu plus rassuré là-bas. Je vais peut-être attendre un petit peu. Du vin, ce serait pas mal quand même. Du vin et les quais. Vin et quais, ça me semble pas mal. Quoique le marché peut être intéressant aussi. Je vais me mettre ici, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de poissons à se débloquer. Beaucoup de poissonnerie. Ce qui fait que je vais marquer des points à chaque fois. Je vais me mettre ici, c'est pas mal. Poissonnerie, j'ai cette maison-là qui me rapporte 1 point pour 2 poissons. J'ai 2 poissons, donc je gagne 1 point avec celle-ci. Ensuite, je gagne 1 point avec la suivante. Je me demande si j'ai pas oublié de compter des points au joueur orange quand il s'est placé avec ses remparts. C'est pas impossible. Il était à 17 en début de tour. Il était à 17 en début de tour. Il a placé 1 ici, il a pris 2. Il a placé un autre après un peu n'importe où. Il a pris 1. J'ai oublié de lui compter 1 point. Voilà, on est revenu ici. Très bien. Cette deuxième maison me rapporte donc 2 points elle aussi. Je passe à 22. Très bien. Excusez pour cet aparté. Ensuite, cathédrale, je ne fais rien. C'est des points en fin de partie. J'ai envie de m'y mettre à plusieurs plusieurs maisons quand même pour profiter pleinement de la chose après. Le marché me permet d'acheter un bateau. J'ai pas d'objectifs qui sont foufou, donc je vais essayer d'aller faire des points tout de suite, mais ça me paraît très loin et j'ai pas beaucoup de vin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si je vais prendre ça, c'est ce qui me coûte le moins cher, de l'huile j'en ai plein. Je gagne 2 points de victoire immédiatement, c'est pas fou, mais ça me permet de monter un petit peu, du coup l'huile descend de 1 et l'argent monte de 2. Le suivant, c'est le joueur orange, donc ce qui lui rapporterait le plus, c'est une de ces 2 cartes-là. Et est-ce qu'il peut les acheter? En cas d'égalité, on prend la plus à gauche, donc est-ce qu'il a 2 huiles et un argent à dépenser? Oui, mais il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Je vous rappelle que la cathédrale en fin de partie permet de vendre des lots de 3 marchandises, donc une de chaque, pour marquer des points de victoire à leur valeur actuelle, enfin leur valeur en fin de partie.
Si je dépense mes 2 huiles, vous voyez bien qu'ils tombent à 0 et en fait ça casse les triplettes. On n'a pas le droit de casser les lots comme ça. Là il peut techniquement faire 2 lots en fin de partie, donc on n'a pas le droit de le casser. Donc il prend la carte suivante. La carte suivante c'est celle-ci, elle va lui coûter 1 argent et 2 vin, ce qu'il peut largement faire. Et là vous voyez que ça ne lui casse pas de l'eau, donc il peut le faire. Il gagne immédiatement donc ses 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Le vin baisse de 1 et l'argent monte de 1. Je pense que c'est le moment d'investir dans l'argent parce que l'argent commence à monter, il est à 4, ce qui est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai fait ma poissonnerie, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est au joueur violet de jouer. Il ne reste que 3 actions à jouer par joueur. Attention, attention, ça sent la fin. Et là, il doit jouer en 1 ici, c'est déjà fait. En 2 ici, c'est déjà fait. En 3 ici, c'est pas fait. La poissonnerie, j'ai bien fait de m'y mettre, il va me le réactiver et me faire des points. Très bien. Donc justement, lui gagne, c'est très intéressant pour lui ça, lui il gagne 2 poissons, donc ce qui lui fait passer à 5, qui est ici présentement, et ensuite il va activer la poissonnerie. Cette maison rapporte 1 point pour 2 poissons, il a 5 poissons, il gagne donc 2 points. Très bien. Moi, cette maison me rapporte 1 point pour 2 poissons, donc je gagne 1 point. J'ai encore l'impression de m'être rajouté des points de tout à l'heure, de 2. Ben, en fait, je les rajoute pas parce que je les ai gagnés 2 fois tout à l'heure. J'ai fait 2 points en fait au lieu de 1 point. L'erreur est réparée, je m'en suis rendu compte. Au joueur orange. Le joueur orange, lui, va placer sa maison. En 1, il doit le placer ici, c'est déjà pris. En 2, il doit le placer ici, c'est déjà pris. En 3, il doit le placer ici, c'est déjà pris. Donc cette carte est finie, les 3 emplacements sont pris. On prend la carte suivante. Alors, emplacement numéro 1, c'est ici, c'est déjà fait. Emplacement numéro 2, c'est ici, ce n'est pas fait. Donc le marché, il se place ici. Il prend immédiatement 2 poissons. Et il active le marché. Il va donc acheter la carte qui lui rapporte le plus de points, c'est celle-ci. Est-ce qu'il a beaucoup d'huile à dépenser? Non, parce qu'encore une fois, pour la même raison que tout à l'heure, s'il prend l'huile, il n'en a plus et il casse ses triplettes. Donc non, ça ne l'intéresse pas. La carte suivante, avec le plus de points, à son tout à 2. Donc en cas d'égalité, on prend la carte la plus à gauche. La carte la plus à gauche, ça lui casse une triplette, c'est de l'huile. Le vin, c'est pareil. Il faut qu'il prenne celle-ci avec de l'argent pour garder ses lots de 3 complets. Il vient mettre sa carte de côté, il gagne immédiatement 2 points de victoire. La valeur de l'argent baisse et la valeur du vin monte d'un cran. Le joueur suivant sur la piste, c'est moi. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vais... Ça fait beaucoup de moi, ça. Il faut que je fasse des points. Je vais venir prendre celle-ci. Elle me coûte 2 argent. L'argent baisse de 1. Par contre, ça me rapporte 5 points de victoire immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est pas mal. Le vin monte de 1. Et c'est de nouveau à moi d'acheter une carte. Donc là, je vais prendre une carte qui me coûte pas trop cher. Je vais la payer en huile. Je vais prendre la première pour 2 points. Parce qu'ils ont toutes la même valeur, ça sert à rien de se battre. L'huile descend de 1. Et tout ça se décale. Et l'huile monte de 1. Très bien. Et enfin, le dernier, c'est encore notre ami Orange, qui peut prendre la carte de son choix comme elles ont toutes la même valeur, sauf qu'il ne doit pas casser de l'eau, donc ce qu'il a en plus, c'est de l'argent. Il va prendre cette carte-là pour 2 avec une ressource d'argent, et l'argent baisse. Vous voyez à quelle vitesse l'argent a baissé en fait dans ce tour. Elle est passée de ici à ici. Et l'huile remonte de 2. Le marché est terminé, c'est à moi de jouer ma 3e maison avant la fin de la partie. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, sachant que un emplacement avec 2 poissons pour éventuellement marquer plus de points que la poissonnerie, est-ce que ça peut vraiment m'intéresser ou pas? Je ne sais pas. En fin de partie, je pourrais marquer 2 lots de points. Je vais peut-être aller... Je vais venir ici. Je vais prendre une olive. Je vais ensuite aller à la cave. J'ai 2 maisons. J'ai actuellement 2 en production de raisin. Donc je gagne donc 2 tonneaux de vin. Ça, c'est très bien. Le joueur orange, lui, a une maison. Multiplié par sa valeur de production, c'est 4. Il a une maison. Donc 1 x 4, 4, pardon. Il passe à 6. Ok, et c'est tout. Et ensuite, l'architecte. Comme c'est moi qui me suis placé en premier, j'ai la priorité pour placer ma tour.
je vais la placer ici, ce qui me permet de prolonger un peu plus mon rempart. Le joueur suivant, c'est un joueur violet. Le joueur violet, lui, où est-ce qu'il peut gagner des points? Donc, sachant que lui, son chemin le plus long va d'ici jusque là, même jusque là pour l'instant parce qu'il n'y a personne qui le bloque. Donc lui, il va venir se placer ici. Sachant que si moi je viens me placer, je le coupe quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, c'est un joueur, enfin au joueur orange de placer. Lui, le joueur orange, sans trop se poser de questions, il va venir se placer ici, forcément. C'est ce qui est plus intéressant pour lui. Ensuite, ça revient à moi. Je vais me placer là, sachant que cet emplacement-là, s'il n'est pas occupé par moi, il sera occupé par personne. Donc, ça prolonge bien mon plus long rempart. Et enfin, le joueur orange, lui, va se placer ici de la même façon pour prolonger son rempart, qui pour l'instant va de là jusqu'à là. C'est pas mal. Je me suis refait, mais j'ai pas le plus grand rempart quand même. On marquera quand même des points, mais j'en marquerai moins que les autres. Donc j'ai réalisé mes 3 actions. On passe au joueur violet, qui lui n'a plus que 2 actions durant la partie. Premier lieu activé, c'est ici, c'est déjà pris. Le deuxième, c'est celui-ci, c'est déjà pris. Et le dernier, c'est celui-là, le quai. Donc on enlève ça et on vient mettre une maison violette. Immédiatement, il prend 2 cartes objectifs et il garde les 2. C'est la petite variante sur le mode solo. Il va ensuite produire du vin, donc il a une maison et une production de raisin actuellement de 5, donc 1 x 5, 5, donc il prend 5 points de vin. Et c'est limité à 12, donc il s'arrête à 12. Ensuite, le joueur bleu, donc c'est moi, j'ai 2 maisons avec une production de vin de 2, 2 x 2, 4, je prends 4 vins, je passe à 8. Et enfin, le joueur orange, une maison multipliée par sa production de 4, 1 x 4, 4, il passe de 6 à 10. Et enfin, le dernier quartier activé, c'est le quartier des quais. Alors, le violet va vendre la ressource qui vaut le plus cher actuellement. C'est l'argent qui vaut le plus cher actuellement, sauf que violet n'a pas d'argent, donc il ne peut pas la vendre. Il va prendre la ressource suivante qui rapporte le plus, donc les deux sont à égalité. Celle qu'il a le plus sont à égalité, donc on va en prendre une au hasard, on va prendre l'huile, et il gagne tout de suite 2 points de victoire. Le joueur suivant sans horaire, c'est moi. Je vais vendre une ressource de mon choix qui vaut de l'argent. Je ne vais pas vendre mon argent justement parce que j'aimerais bien quand même marquer des points en fin de partie. Je vais juste vendre du vin pour 2, donc j'avance de 2 cases. Ensuite, c'est au joueur violet, même chose, cette fois on va vendre du vin, comme ça il reste équilibré. Il marque 2 points. Et puis c'est tout, on a activé les 3 lieux, il en restera un ici à activer, peut-être un autre si moi je m'y place dans le futur, et encore celui-là. Encore plein de choses à faire. On passe au joueur orange, et il doit se placer. En 1 ici c'est déjà fait, en 2 ici c'est déjà fait, en 3 ici c'est pas fait. Donc il se place là, en plein milieu. Même chose que le joueur violet précédemment, il prend 2 cartes objectifs qu'il ajoute à sa collection, ça lui fera peut-être des points en fin de partie. Cathédrale, pareil, il ne fait pas de points, ça sera des points en fin de partie, et il active la poissonnerie. Pour cette maison, il va gagner 1 point de victoire par lot de 2 qu'il a. Il a 4 poissons, il gagne donc 2 points de victoire. Ensuite, c'est moi, j'ai 2 poissons, je gagne donc 1 point de victoire pour cette maison. Très bien. Le joueur violet, lui, possède 5 poissons, donc ça lui rapporte 2 points de victoire. Et on arrive à moi, je remarque 1 point de victoire. Il me reste 2 maisons à jouer. Je trouve que j'ai pas énormément d'avance et je risque... Alors, ça serait quand même bien que j'aille chercher des cartes de points en fin de partie, mais le problème... Ah, si, la cathédrale, ça peut être pas mal. Ouais, je vais me mettre ici. Donc... Ici, je ne fais rien. Je pioche les 2 premières cartes du paquet objectif. Et je vais garder celle-ci qui me semble... Ah, moins que... Si je produis de l'argent, je vais produire combien? 2 x 2, 4. Je serai à 6. J'en vendrai 3. 3 x 2, 6. Non, je vais garder cette carte-là. Je prends une carte qui peut être très rémunératrice en points, c'est celle-ci. Je gagnerai 1 point de victoire par rempart qui touche un de mes bâtiments, toujours dans la limite de 12. Ça, c'est une carte qui peut faire beaucoup de points en fin de partie. La cathédrale, je ne fais rien. Et donc, la production d'argent. Moi, j'ai 2 maisons avec une production de 2 x 2, 4. Je passe donc à 6 ressources
de lingots d'argent. Le joueur suivant, c'est le joueur violet. Il a une seule maison, une production de 1, il gagne 1 lingot d'argent. Le joueur suivant, c'est le joueur orange. Il a 2 maisons avec une production de 1, il gagne donc 2 lingots d'argent. Mon tour est terminé. Dernière maison à placer pour le joueur violet et donc dernier tour du jeu avant le décompte final. Donc le joueur violet en 1 se place ici, c'est déjà pris. En 2, ici c'est déjà pris. En 3, ici c'est déjà pris. Hop, on passe à la suivante. 1, ça sera ici, c'est déjà pris. 2, c'est ici, c'est déjà pris. 3, c'est ici, c'est déjà pris. Hop, on passe à la carte suivante, c'est la dernière. En 1, il se place là, ça a déjà été fait. En 2, ça a déjà été fait. En 3, c'est ici, ça tombe bien. Il vient ici et gagne immédiatement un poisson. Ça, c'est du raisin. Un poisson, c'est comme ça a des nageoires et ça vit dans l'eau. Alors que les raisins, pas du tout. Justement, il va activer la poissonnerie. Il a maintenant 6 ressources, donc pour cette maison, il gagnera 3 points de victoire. Donc 3 points de victoire pour le joueur violet. 1, 2, 3. Deuxième, c'est lui, il remarque 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il fait une remontada phénoménale grâce au merlu. C'est impressionnant. Le joueur suivant, c'est le joueur bleu, c'est donc moi. J'ai toujours 2 poissons, je marque 1 point de victoire pour cette maison. Le joueur orange, lui, marque toujours 2 points parce qu'il a 4 ressources de poissons. Il marque 2 points et ma dernière maison me rapporte de nouveau 1 point. Vous voyez, les scores ne sont jamais très... Il n'y a jamais beaucoup d'écart en fait en cours de partie parce que quand on se fait larguer sur un endroit, en général, les adversaires, eux, peuvent scorer ailleurs et même l'IA retransmet très bien cette sensation parce que les cartes d'IA qui sont jouées sont très bien équilibrées en fait. On va pouvoir produire sur une carte et on sait que l'autre action va nous permettre d'utiliser ces ressources, donc c'est très très bien fait. C'était la dernière action du joueur violet, mais pas du tout parce qu'en fait il lui reste encore à activer le marché. Donc le marché, il va acheter le bateau qui lui rapporte le plus, donc à savoir celui-là. Est-ce qu'il peut l'acheter? Ça lui coûte 2 vins et une huile, oui, parce qu'il a largement ce qu'il faut. Donc il dépense ses 2 vins et son huile, ça lui casse pas de l'eau. Par contre, il gagne immédiatement 4 points de victoire, mais c'était 1, 2, 3, 4, c'était le premier bateau qu'il achetait. C'est pour ça qu'il était peut-être un petit peu à la ramasse. Du coup, le coût du vin a baissé, mais il remonte immédiatement grâce à la carte suivante qui arrive. Hop. Donc juste après lui, c'est à moi. Sachant que dans mes objectifs de fin de partie, j'ai pas grand chose qui me fait scorer par rapport aux bateaux. C'est eux qui ont dû tout ramasser, je pense, ou alors elles sont encore là les cartes. Sans que ça me coûte trop, je vais dépenser une ressource que j'ai beaucoup, c'est-à-dire du vin. Du vin. Pour venir prendre cette carte-là, j'ai dépensé un vin. Le coût du vin, du coup, diminue de 1. Je prends ça, ce qui me fait marquer 2 points de victoire immédiatement. On décale tout ça. Le coût de l'huile augmente de 1. C'est encore à moi d'acheter. Alors celle-ci par contre peut être intéressante parce qu'elle fait quand même pas mal de points. Ouais, elle fait quand même 4 points. C'est intéressant. Elle me coûterait 2 vins et une huile. Sachant que je peux faire 3 lots en fin de partie. Je peux me permettre de le perdre. Donc une huile et 2 vins. Je gagne tout de suite 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Je préfère prendre des points de victoire parce que je suis pas très serein sur la fin de partie. Donc je préfère le faire. Le vin diminue de 1. Mais la carte suivante nous dit que le vin remonte de 2. Et on arrive au joueur orange. La carte qui lui vaudrait le plus de points, c'est celle-ci. Elle lui coûterait 3 vins. Est-ce que... il a plein de vins, il peut se le permettre. Il tombe à 7, il gagne 4 points de victoire immédiatement. 4 points de victoire immédiatement. Le cours du vin descend d'une case et le cours de l'argent remonte de 1. Et c'est encore, et enfin, au joueur orange de jouer. La carte qui lui rapporterait le plus de points, c'est celle-ci. Elle lui coûte 2 vins, qui peut largement payer. Il récupère cette carte et 1, 2, 3 points en plus pour lui. Le coût du vin diminue et l'argent augmente de 2. Mon argent me fera des points en fin de partie, mais orange aussi en a et ça peut faire mal. La dernière carte du joueur orange, ça va être... Hop, 1, c'est fait. 2, c'est fait. 3, c'est fait. Dernière carte, donc 1, c'est fait. 2, c'est fait. 3, c'est pas fait. C'est là-bas. Très bien. Il se place juste ici.
Il gagne immédiatement 2 ressources de poisson, ce qui le fait passer à 6. C'est peut-être un petit peu tard pour marquer des points, mais ça va peut-être lui servir en fin de partie, vous verrez pourquoi, c'est pas sûr donc je ne vous dis rien. Et il va activer les quais. Il va donc acheter la ressource qui lui rapporterait le plus d'argent immédiatement, c'est-à-dire l'argent justement, enfin le plus de points de victoire. Ça rapporterait 4, il peut se permettre de perdre 1 parce que au mieux il a 2 lots à faire, il les a donc il perd un argent pour gagner 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ensuite c'est le joueur violet. C'est aussi l'argent qui lui rapporterait le plus, mais lui il ne peut pas se permettre de le perdre. Donc il va vendre une autre ressource qu'il a en beaucoup de quantité, ça va être par exemple le vin ou l'huile. Il vend de l'huile pour 2 points de victoire. C'est ensuite à moi. Est-ce que je vends de l'argent? Oui, je vends de l'argent parce que j'en ai beaucoup. Et ça me vaut 4 points de victoire, surtout 1, 2, 3, 4. C'est très très bien. Et enfin, le joueur violet, de nouveau, va acheter avec de l'huile. Il va vendre de l'huile pour 2 points de victoire. C'était le dernier tour du joueur orange. Il reste une maison avant la fin de partie. Cette petite maison, c'est la mienne. Donc, comment je peux optimiser ça, sachant que j'ai pas beaucoup d'avance sur le joueur orange. Je peux plus récupérer d'objectifs, je peux plus prendre de points à la cathédrale. Allez, je vais arrêter de réfléchir et je vais me placer ici. Je me place ici parce que si je me place à la poissonnerie, je vais offrir trop de points aux joueurs violets et même aux joueurs orange. Si je me place ici, je risque de leur offrir des grosses cartes et de dévaluer le marché. Je me place ici, quitte à gagner moins de points, je préfère que les autres en gagnent encore moins. Donc en me plaçant ici, je vais récupérer 3, parce que j'ai 3 maisons, multiplié par ma production en raisin, 3 x 2, 6, je passe à 10 fûts de raisin. Enfin de vin, pardon. Le orange, 1 x 4, il gagne 4 fûts, donc il passe à 9. Et le violet, 1 x 5, il gagne 5 et il revient à fond en vin. Très bien. J'ai pris un poisson, non je ne l'ai pas encore pris, je rajoute mon poisson qui ne fera rien, mais je rajoute un poisson à mon stock. Et finalement, je vais activer les quais. La ressource qui m'intéresse le plus, c'est l'argent. Je peux le vendre parce que j'en ai pas mal. Donc je vends et je gagne 4 points de victoire immédiatement, parce que c'est la valeur de l'argent actuellement. Ensuite, le joueur violet, lui, ne peut toujours pas vendre d'argent. Il faut qu'il garde l'argent. Donc il va vendre du vin pour 2. Ensuite, c'est à moi, je vais revendre de l'argent pour 4, 1, 2, 3, 4, et évidemment, je perds ma ressource d'argent, enfin une ressource d'argent. Violet, notre ami, va revendre du vin pour 2, 1, 2, et on arrive enfin au orange qui, lui, peut vendre de l'argent, parce qu'il en a encore 3, et au mieux, il a besoin de 2 lots en fin de partie, pour 4 points de victoire, 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense que j'ai bien fait de faire ça, ça leur évite de faire trop de points, et moi d'en faire un peu plus. C'était la dernière action du jeu, jouée de main de maître par votre serviteur. Voyons maintenant le décompte final. Alors je vous ai dit qu'au décompte final, il y avait 3 choses qui rentraient en ligne de compte. La première chose, c'est de compter le plus long rempart, c'est-à-dire une suite de remparts et ou de bâtiments de notre couleur ou d'espaces vides pour chaque joueur. On va commencer par mon rempart. Je pense que mon rempart le plus long va d'ici et s'arrête ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je marque donc 14 points. 1, 2, 3, 4, 59, 69. Ensuite, pour le joueur violet, qui est le plus à la ramasse, on va le compter maintenant pour voir d'où à où il s'étend. Il part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il reprend un peu, 49, 59. Et le joueur orange qui est pas malheureux non plus en termes de rempart, parce que lui, ça s'étend de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il gagne 16 points grâce à son rempart. J'aurais cru plus, mais ça me va. 16... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55, 65. Donc vous voyez qu'après le calcul des remparts, c'est encore un petit peu serré. Maintenant, la cathédrale nous permet de vendre des marchandises pour leur valeur actuelle. À savoir, on peut vendre un lot de 3 par maison qu'on possède. Moi, je possède 3 maisons. Je peux donc vendre 3 lots de 3. La valeur d'un lot actuellement est de 2 plus 2 plus 4. Donc un lot vaut 8 actuellement. Je peux vendre 3 lots. Est-ce que je peux le faire ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je peux vendre bien 3 lots. 3 x 8, je vais donc marquer 24 points grâce à ces lots. 1, 2, 3, 4, 73, 93.
Ça fait du bien. Le joueur orange, lui, peut vendre de l'eau actuellement. 1, 2, 1, 2. Parce que oui, il avait 2 maisons autour de la cathédrale. Donc il gagne 16 points. 71, 81. Et le joueur violet, qui lui n'a qu'une seule maison autour de la cathédrale, il peut vendre, oui, 1, 1, 1. Il a bien vendu une ressource de chaque, il marque donc 8 points. 59 et 8, 67. Donc vous voyez que la cathédrale est un important pourvoyeur de points si vous savez vous y placer intelligemment et si vous savez gérer vos marchandises pour en avoir suffisamment en fin de partie. Donc j'ai réussi à reprendre de l'avance là-dessus. Maintenant, on va calculer les points de fin de partie. On va commencer par moi pour laisser un peu plus de suspense. Donc avec quoi je marque des points? Déjà, mon premier objectif ici, c'est 4 points par ressource de fer que je possède. Actuellement, et depuis le début de la partie, je possède 2 ressources de fer, donc je marque de nouveau 8 points. Je passe donc à 101 et je retourne ce magnifique jeton pour voir apparaître le 100. J'en suis assez fier. Deuxième objectif que j'avais, c'est celui-ci, c'est 2 points par bois que je possède. Depuis le début de la partie, je possède 2 bois, 2 x 2, 4. Je marque 4 points, je suis à 105. L'objectif suivant, c'était 2 points par poisson. J'ai 3 poissons. 3 x 2, 6, je passe à 111. Et le dernier objectif que je possède, c'est 1 point par rempart qui est adjacent à un bâtiment de ma couleur. Donc on va regarder si j'ai au moins 12 remparts, parce que 12 c'est le maximum, qui touchent des bâtiments de ma couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ne monte pas à 12, je marque que 11 points. Je passe donc à 122 points, et là, vous avez mon score final, 122. Évidemment, je ne suis pas le seul à marquer des points en fin de partie. On va regarder le joueur violet qui a sûrement moins de points et enfin le joueur orange chez qui il y a le plus de suspense. Le joueur violet, lui, a comme objectif 2 points par raisin qu'il produit. Il produit 5 raisins, il marque donc 10 points. Il passe de 67 à 77. Ah, son objectif suivant, c'est un peu la même chose avec les olives. 2 points par olive qu'il possède, il possède 4 olives, il marque 8 points. 77 et 8, il passe à 85. Et enfin, son dernier objectif, c'était de marquer 2 points de victoire par porcelaine qu'il possède. Malheureusement, il ne possède qu'un bateau, et ce bateau transporte du tissu. Donc cet objectif ne lui rapporte aucun point. Donc je sais que le violet ne me rattrapera pas. Passons maintenant au joueur orange qui, s'il a un certain objectif, peut me faire très très mal. Premier objectif, celui-ci déjà, il est pas mal. 2 points par tour qu'il a de poser sur le plateau. Le joueur orange a actuellement 1, 2, 3, 4, 5 tours placés sur le plateau. Il marque 10 points, il passe à 91. L'objectif suivant, c'est celui-ci. Il marque 2 points par bateau représentant une ressource différente. Donc nous allons voir la robe, le tissu, la porcelaine, les pierres précieuses et le tissu. Donc il a 4 ressources différentes, 4 x 2, il marque 8 points de victoire. Il est à 99. Il n'a pas encore dépassé les 100, il lui reste 3 objectifs pour le faire. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas, je pense. Voyons de suite. Prochain objectif, celui-ci peut lui faire des points. Cet objectif lui offre 1 point de victoire par tranche de 2 étoiles présentes sur les bateaux qu'il a récupérés. 4 et 4, 8 et 3, 11 et 2, 13, 15, 15 et 5, 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. Il marque donc 10 points de victoire. Il passe à 109 et lui aussi a la joie de retourner son petit jeton. On voit qu'il est, juste à 13 points de moi. Il reste 2 cartes. Donc il y a des choses qui pourraient lui rapporter des points. 4 points de victoire par robe qu'il possède dans ses bateaux. Et on a vu tout à l'heure qu'il en possédait une. Donc il gagne 4 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Et enfin, le dernier objectif, découvrons-le ensemble. Ça peut faire très 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 mal. Il peut me rattraper. Parce que, il peut faire ses 12 points. 3 points de victoire par pierre qu'il possède. On voit que le joueur orange possède 3 pierres. Mais il y a une règle que je n'ai pas expliquée dans la partie parce que je n'en ai pas eu besoin. C'est qu'à tout moment de la partie, on peut convertir des poissons que l'on possède en ressources. 2 poissons peuvent être convertis en un bois, un raisin ou une olive, donc qui sont les 3 ressources les plus accessibles du jeu. Mais 3 poissons peuvent être transformés en une pierre. Le joueur orange a 6 poissons. Il décide de défausser ces 6 poissons pour les transformer en 2 pierres supplémentaires. Il passe donc à un total de 5 pierres.
5 pierres, c'est même trop, parce que 5 x 3, 15, ça dépasse le maximum. Donc, il marque 12 points. 1, 2. Le joueur orange me passe devant grâce à ce dernier objectif qui m'embête fortement. Donc, c'est une victoire du joueur orange, malheureusement, de peu. Il gagne avec 125 points, je perds avec 122, mais c'est une petite défaite, on va dire, mais une défaite quand même. Et par contre, le violet est complètement à la ramasse avec 85 points. Donc, c'est une fin de partie, c'est une défaite, je suis triste, je rejouerai, je gagnerai. Et maintenant, vous savez comment on joue à Ragusa en solo. Mais vous savez aussi comment on joue à Ragusa en multi, parce qu'il y a peu de différences, et les différences, je les ai évoquées. C'est plus une adaptation des effets de bâtiments pour le jeu solo, et surtout la décision qui est prise, parce qu'il n'y a personne pour les jouer réellement, qu'une adaptation complète des règles. Et pour ça, justement, le petit deck solo est très bien fait pour simuler un petit peu cette interaction qu'il va y avoir entre les joueurs à se placer sur les différents bâtiments. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur ma façon de jouer, si vous avez vu des erreurs de la triche, il y a peut-être eu des erreurs de calcul à un petit moment, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, juste par là. J'espère que ce format vous a plu, donc une vidéo d'une partie d'un jeu en solo. On a plein de jeux cool en solo chez Atalia, donc si ça vous a plu, je referai des vidéos de ce genre-là, ça vous permettra de voir comment fonctionne le jeu. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, jouez bien, à bientôt, ciao!